déjà la police ne voulait pas chercher, ne ferait pas de recherche, et surtout dès le premier jour, ils nous ont donné la valise de Tiffen en disant voilà, c'est terminé, il n'y aura pas de recherche. Et en lui prélevant ses empreintes génétiques, alors il est mort, il n'y a pas de raison de les exploiter. Bien plus tard, un mois plus tard, eh bien ça match avec une histoire absolument extraordinaire, irrésolue, un cold case qui était l'affaire Angélique. Quand je suis rentrée à la maison, je disais: «Oh, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire?» Et ben, il me brûlait. Il me brûlait. Il me faisait boire, il me brûlait. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que de manière très large, dans la région de Nico, il y a énormément de corps retrouvés, il y a eu des corps démembrés, il y a eu aussi des tentatives de kidnapping, donc en fait, ça nous glace le sang. Ouais. Tu peux retrouver quelqu'un, c'est seulement par des objets. Hein. Tu peux retrouver un téléphone, le sac, des vêtements, tout ce qui est plastique, quoi. Est-ce que ça a un intérêt? Finalement, rien n'a d'intérêt depuis 4 ans. Je m'appelle Damien Véron, je suis le frère de Tiffen Véron qui a disparu au Japon le 29 juillet 2018 et je vais vous raconter l'histoire que nous menons avec ma famille pour la retrouver. Alors Tiffen était une jeune femme radieuse qui était passionnée du Japon. Elle avait appris à écrire en japonais et donc son rêve c'était de pouvoir aller au Japon. Mais cette fois-ci, elle avait déjà fait un voyage en 2013 où elle avait seulement visité Tokyo. Et cette fois-ci, son objectif en 2018, c'était de faire le tour du Japon. Et ce qui était aussi intéressant pour nous, c'est qu'elle voulait nous faire partager son voyage. Et donc, nous avions un groupe WhatsApp où elle nous disait absolument tout ce qu'elle voulait faire. Donc, sa disparition, qui est survenue le 29 juillet 2018, a été assez brutale. Tiffen, tout de suite, quand elle est arrivée au Japon, nous a tout de suite dit « ça y est, je suis arrivée », elle nous envoyait énormément de WhatsApp. On avait un groupe familial sur lequel on s'écrivait, donc on voyait tout son enthousiasme, elle était ravie de démarrer son voyage. Donc le premier jour, elle nous explique qu'elle est bien arrivée à Narita, une petite ville qui est à côté de l'aéroport. Puis le deuxième jour, lorsqu'elle arrive à Nikko, tout de suite, elle nous fait part de son enthousiasme, elle nous dit qu'elle est enfin arrivée, que le voyage de ses rêves va débuter. Puis le 29 juillet, plus rien. Donc ça a été pour nous assez brutal, puisqu'on avait l'habitude d'avoir énormément de messages, puis d'un seul coup, plus rien. Et pendant quelques jours, on a commencé à s'angoisser. Moi, en plus, dans la nuit du 29, j'ai eu comme un flash, imaginant que Tiffen était en danger. Donc j'avais une boule au ventre. Donc le 29, le 28, enfin, les jours passés, on était tous très angoissés. On essayait d'interagir sur notre groupe familial. Puis en fait, le 1er août, d'un seul coup, je reçois un message de l'ambassade qui nous explique que Tiffen a disparu. Et là, ce message, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a été comme un coup de poignard. Je me suis dit, ah, c'est pas possible. Toute cette angoisse qui était en nous, d'un seul coup, s'est manifestée par ce message. Donc non, ça a été une angoisse terrible. Nous, alors, on ne s'est pas posé de questions. Dès que Tiffen a disparu, on s'est dit non, mais de toute façon, on est parti tout de suite au Japon. On n'a pas hésité. Nous devions y aller. C'était presque, enfin vraiment, c'était logique pour nous d'y aller. Donc moi, Sybille et Stanislas, donc ma petite sœur et mon petit frère, parce que nous sommes 4, donc je suis l'aîné, Tiffen la 2e, Sybille la 3e et Stanislas le 4e. Donc on est assez soudés les uns et les autres. Donc tout de suite on décide de partir au Japon. Et d'abord, Sybille et moi arrivons les premiers. Et là, la police de Tochigi vient directement nous chercher à l'aéroport de Tsunomiya, donc la capitale de la préfecture de Tochigi. Donc la police vient nous chercher directement. Et là, déjà, on voit que le dialogue est difficile, puisque tout de suite, il nous montre un foulard sur une photo. Donc on se dit, bah, quel est ce foulard? Et en fait, rien n'est évident, parce qu'on voit que la discussion n'est pas fluide. Et en fait, à partir de là, on a compris très rapidement que déjà la police ne voulait pas chercher, ne ferait pas de recherche, et surtout, dès le premier jour, ils nous ont donné la valise de Tiffen en disant, voilà, c'est terminé, il n'y aura pas de recherche. Donc tout de suite, on s'est heurté à vraiment des problèmes de communication. On voyait vraiment deux cultures qui n'arrivaient pas à communiquer. Et donc après tout ça, pendant ensuite des mois, le premier mois où on a recherché Tiffen, on a vu que les problèmes de communication s'accentuaient. Puis en fait, on a découvert que le système judiciaire japonais était très différent du nôtre. Il a fallu, là où on en est maintenant, en fait, c'est aussi la réflexion, un travail de plus de 6 ans de recherche. Donc tout de suite, en fait, quand on est arrivé au Japon, on voyait qu'il n'y avait pas de recherche menée. Donc on a compris
d'abord, enfin il a fallu un certain temps, mais qu'au Japon, quand vous avez des disparus, il n'y a pas de recherche organisée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de battu et que rien n'a été fait. C'est ce qu'on appelle le phénomène des évaporés Jouetsu. Donc on a été confronté à ce premier problème. Donc il n'y avait aucune recherche terrain menée. Parce que nous, on se disait qu'on est arrivé, il y avait quand même un caractère d'urgence. C'est peut-être que Tiffany est blessée quelque part et qu'elle nous attend. Et ensuite, lorsqu'on a compris que la piste accidentelle était peu probable et que c'était probablement la piste criminelle, c'est celle maintenant qui ressort le plus, que les Japonais n'ouvraient pas d'enquête criminelle tant que la personne n'était pas arrêtée, soit prise en flagrant délit ou même arrêtée. Donc ça, c'était un vrai problème culturel qu'on a et d'ailleurs auquel on est encore confronté, puisque la justice japonaise, pour ces deux raisons-là, le phénomène des évaporés et l'absence d'ouverture d'enquête, refuse en parallèle de collaborer avec la France, qui eux aimeraient que des véritables investigations soient menées. Donc le pôle essaye en ce moment, le pôle Cold Case, qui a repris l'affaire de Tiffen en janvier 2023, essaye d'obtenir des informations, mais on est toujours bloqué à ce niveau-là. Donc là, ça sera la 3e commission rogatoire internationale qui est au Japon actuellement. Les 2 autres, les Japonais, n'ont pas renvoyé ce qui avait été demandé. Et là, la 3e commission rogatoire est au Japon en ce moment. Donc les juges, évidemment, espèrent pouvoir obtenir des informations sur l'enquête qui a été menée par les Japonais. Ils espèrent aussi avoir les 800 heures de vidéos de caméra surveillance que les Japonais expliquent avoir conservées. Donc ça, c'est un élément important puisque le pôle aimerait pouvoir analyser ces vidéos pour être sûr que Tiffen n'était pas sur ces vidéos à l'aide de logiciels sophistiqués, ce qui permettrait aussi de montrer qu'il est peu probable que Tiffen soit sortie de l'hôtel si, en plus de ça, on la trouve sur aucune des vidéosurveillance. Donc cette CRI est en cours actuellement. Nous, ils nous ont ordonné la valise de Tiffen, on disait qu'il n'y aurait plus rien. Donc nous, on a commencé à mener nos actions, et ça, c'est par là aussi le premier mois, par la volonté de Sybille, qui est journaliste, qui a commencé elle-même à trouver des contacts et à auditionner les gens qui auraient pu croiser Tiffen. Et donc, on a eu des retours. Par exemple, on a su que Tiffen avait dîné avec un couple de Français le 28 juillet à Nikko. Donc, ils nous ont expliqué dans quel état d'esprit elle était. Donc, elle était radieuse, elle était déterminée à vivre son voyage pleinement. On a pu aussi interroger les gens qui avaient pris le petit déjeuner avec Tiffen le dimanche matin, avant 10h. Donc en fait, effectivement, on a pu nous-mêmes recueillir des témoignages essentiels que les Japonais n'avaient pas fait. Et surtout, les Japonais ont fait ce type d'audition longtemps après, et on voyait qu'elles étaient presque moins complètes que les nôtres. Donc oui, en fait, depuis 5 ans, on a continué à collecter un maximum d'indices, et oui, on mène une véritable enquête. À chaque voyage, on a des objectifs précis. Là, on est arrivé, je trouve, à peut-être un voyage qui est essentiel, puisqu'il y a eu un fait majeur. Donc l'ONU a fait une demande d'action en urgence, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à la police de Nikko d'enquêter, que les suspects soient identifiés et donc interrogés, et aussi qu'on nous communique le dossier d'enquête. Donc le fait que l'ONU demande au Japon d'intervenir, ça a intéressé les médias, qui ont beaucoup parlé de l'affaire de Tiffen, et ça a conduit à une autorité publique, donc à au gouverneur de Tochigi, la préfecture où Tiffen a disparu. Ça l'a conduit à me recevoir et à s'excuser publiquement. Et ces excuses publiques au Japon, c'est quelque chose de très très fort, parce que c'est un petit peu un aveu de culpabilité. Et depuis, ça a énormément mobilisé les Japonais qui nous aident de plus en plus. Et donc, l'objectif de ce prochain voyage, c'est maintenant que les Japonais sont prêts à nous aider, c'est de faire un appel à témoins en japonais pour obtenir tous les témoignages qui avaient été donnés à la police et qui n'ont jamais été donnés à la justice française. Donc cet appel à témoins, c'est vraiment un point essentiel du voyage. Après, ce qui est important aussi, c'est qu'on n'oublie pas Tiffen. Donc on a prévu qu'une statue de Tiffen soit déposée à Nikko le 29 juillet pour les 7 ans de sa disparition. Et puis après, il y a toujours dans ce voyage les réunions avec la police. D'ailleurs, on prépare cette réunion-là où, en amont, on envoie nos questions à la police pour qu'ils puissent les traiter. Donc on va essayer d'être le plus rigoureux possible et de continuer à grappiller un maximum d'informations comme on fait depuis pratiquement 7 ans. Donc ça, c'est des points essentiels. Évidemment, la rencontre avec l'ambassade est essentielle. Et puis on va rencontrer nos soutiens japonais qui continuent à se mobiliser depuis la prise de parole du gouverneur en 2023.
Lorsque Sybille a interpellé donc Emmanuel Macron et Shinzo Abe à l'Élysée, je pense que ça a été un tournant pour nous, parce que ça a permis de comprendre que malgré le fait qu'à l'époque le Premier ministre japonais Shinzo Abe appelle directement la police locale, n'avait pas non plus, alors certes ils avaient été mis sous pression, mais ça n'avait pas engendré plus de recherches. Donc c'est ce qui nous avait permis de comprendre qu'en fait il n'y en aurait jamais, et donc qu'il fallait les faire nous-mêmes. Moi, quand Sybille a interpellé Emmanuel Macron et Shinzo Abe, j'étais évidemment stressé, surtout que moi j'étais au Japon à ce moment-là, donc je l'ai vu sur mon écran d'ordinateur. Donc oui, j'ai eu très peur pour Sybille. En plus, j'entendais dans le son de sa voix qu'elle était très émue et très stressée, parce qu'interpeller un chef d'État, des chefs d'État comme ça, un petit peu de manière improvisée, moi j'avais très peur qu'elle se fasse sortir, ou en tout cas qu'elle se fasse rabrouer. Mais ouais, donc ça a été beaucoup de stress, surtout que le temps que Sybille me rappelle, il y a eu un temps assez long. Donc non, c'était cette interpellation, je pense, a été essentielle dans notre combat, ça nous a permis de comprendre des choses, mais ça a été très très stressant. Alors nous, on a été élevés seuls par notre mère, mais en fait, on est 4 en pratiquement 6 ans. Donc en fait, on est très proches en âge, et donc on est extrêmement solidaires. Donc non, il y a eu tout de suite, le premier mois, on pleurait dans les bras les uns des autres, on était extrêmement solidaires, on se battait, on était organisés. Donc non, ça n'a pas... Évidemment, il y a eu des moments où ça pouvait être plus difficile, notamment lorsqu'on a des choix à faire, des choix d'avocats, des choix politiques aussi, puisqu'on a sollicité nos élus sur la manière, mais on est toujours resté extrêmement soudés. Moi, en quelque sorte, je suis le leader du combat, mais sans Sybille et sa rigueur journalistique qui permet de mener des enquêtes, sans notre mère qui est là en pilier, je pense que ça aurait été compliqué. Donc oui, c'est grâce à ce soutien. Et puis de manière plus large, en fait, c'est qu'on a réussi à fédérer. On a énormément de gens qui nous ont rejoints, soit par le biais de l'association qu'on a créée en 2019, mais aussi par les réseaux sociaux. Donc là, il y a un élan de solidarité derrière nous qui est colossal. Mais c'est aussi le cas au Japon, où je suis hébergé, aidé, aiguillé. Donc non, il y a une vraie solidarité. C'est évident qu'il était impossible de ne pas savoir ce qui était arrivé à Tiffen. Et puis en plus, on l'a évoqué, c'est que dans le cas de l'affaire de Tiffen, il y a quand même des suspects qui n'ont pas été interrogés. Donc ça multiplie l'énergie pour se battre. Donc vous savez que des choses n'ont pas été faites et peut-être qui nous permettraient de savoir la vérité. Donc pour nous, c'est logique de se battre. Évidemment, c'est usant, ça va bientôt faire 7 ans. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a la diplomatie, il y a la politique, il y a l'enquête. Faut faire, nous, la famille, on est obligé de faire le trait d'union entre la France et le Japon, donc ça aussi c'est épuisant. Donc tout ça c'est de l'énergie, mais on est toujours déterminé. Je pense que ça a été particulièrement pour moi, je pense, même si ça a été dur aussi pour les autres, mais moi j'ai vraiment fait le choix, voyant qu'on avait besoin d'argent pour l'association, voyant qu'on avait besoin aussi, parce que c'est formidable, il y a une vraie bienveillance des médias, mais tout ça c'est aussi du temps, de l'énergie pour l'organiser. Pour créer des événements, on a créé une fresque à Poitiers, enfin là il y a la statue qui va arriver à Nikko, donc tout ça c'est un temps colossal. Donc oui, moi j'ai mis ma vie personnelle de côté, je suis content de l'avoir fait, je regrette pas, mais là effectivement il y a une période après pratiquement 7 ans où là ça commence plutôt à être usant, et je pense qu'on a presque été au bout de ce qu'on pouvait faire. Donc là, je parle plutôt pour moi, parce que je ne sais pas pour les autres, mais moi on arrive plutôt vers la fin d'un investissement total pour retrouver Tiffen. Au début, oui, le premier mois au Japon, c'était horrible pour moi. Alors là, j'avais envie de respecter aucun code, j'étais frustré. Et Sybille, je me rappelle, on avait une discussion intéressante, elle a dit, mais ne rejette pas le Japon, c'est le pays que Tiffen aime, et elle aurait été tellement heureuse qu'on soit avec elle. Donc cette phrase, ça a été un peu un électrochoc, ce qui fait que ça a mis de côté tous mes états d'âme. Et puis surtout, en fait, c'est qu'autour de la disparition de Tiffen, en fait, il y a beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc on est entouré en fait de gens bienveillants qui veulent nous aider, des gens qui font le maximum. Donc en fait, il y a des frustrations, notamment parce que les acteurs qui pouvaient agir n'ont pas agi comme ils auraient pu le faire. Je pense à la juge notamment de Poitiers, où un déplacement au Japon avait été obtenu par la diplomatie et a refusé. Donc ça pour nous c'est horrible, c'est quand des acteurs, quand vraiment les acteurs majeurs qui ont le plus de pouvoir finalement ne vont pas au bout. Par contre, tout le reste, tous les gens qui nous ont aidés, il y a de l'amour et de la bienveillance, donc ça c'est quand même plus facile. Moi aussi, Tiffen serait ravi, mais je pense que je suis tombé amoureux du Japon petit à petit,
parce qu'il y a vraiment des amis japonais, on a des amis japonais à Nikko ou ailleurs qui sont vraiment tellement admirables, déterminés. Donc je pense que j'ai beaucoup d'affection pour le Japon. Et après, ce qui me frustre, mais c'est plus pour les Japonais de manière globale, c'est que le système judiciaire est dur. Je veux dire, les victimes, qui sont souvent des femmes, ont pratiquement aucun moyen de porter plainte, ou en tout cas de faire écrouer leurs agresseurs. À Nikko, grâce à nos enquêteurs privés, on a découvert qu'il y avait une trentaine d'agressions sexuelles entre 2018 et 2021. Et moi, voyant la complexité du système judiciaire qui arrête les agresseurs pratiquement en flagrant délit, je veux dire, je suis très pessimiste sur le fait qu'elle puisse obtenir gain de cause. Donc, non, je pense que le système judiciaire, il est avant tout violent pour les Japonais. Lorsque Tiffen a disparu, donc il y a eu on a fédéré et beaucoup de gens nous ont aidés. Et une amie d'enfance qui s'appelle Cécile Roine, qui était venue avec moi en octobre 2018. On avait pratiquement arpenté pendant des semaines toutes les montagnes, les collines, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore totalement écarté la piste accidentelle. Cécile Roine est très proche de nous. Et donc, petit à petit, elle s'est dit, mais pourquoi Cécile Roine, donc, qui est réalisatrice, qui fait des documentaires, s'est dit, mais pourquoi pas filmer tout ce que vous êtes en train de traverser. Elle a eu le déclic en juin 2019, quand on a déménagé l'appartement de Tiffen, où là, elle s'est dit, mais en fait, tous ces moments-là sont tellement durs, j'aimerais en faire un film. Donc c'est ce qu'a fait Cécile pendant pratiquement 4 ans. Elle nous a suivis, elle m'a suivi au Japon en 2022. Et donc, toutes ces séquences, tout son travail colossal de réalisatrice, elle a décidé d'en faire un film. Donc ce film qui sort le 18 juin en plateforme et qui s'appelle L'air mouillé, raconte tout ce que j'explique sur le combat titanesque qu'on doit mener pour retrouver Tiffen. Très rapidement, en fait, après la disparition de Tiffen, on a vu qu'il y avait d'autres Français qui disparaissaient à l'étranger. Donc petit à petit, on s'est rapproché de nombreuses familles qui étaient dans le même cas que nous. Et en fait, on a vu que les problématiques étaient les mêmes. C'est-à-dire que, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la famille doit faire un petit peu la jonction entre le pays du lieu de la disparition et la France, qui a aussi un rôle à jouer essentiel. Et donc j'ai vu que c'était comme nous, c'est-à-dire qu'elle devait porter ce combat à part entière. Et on s'est dit qu'il n'existait aucun support. Donc rapidement, on s'est dit, mais en fait, je pense qu'il serait important, on a discuté avec Sybille, qu'il serait important qu'il y ait une association spécialisée pour aider les familles françaises qui ont des disparitions à l'étranger. Et donc, après cette réflexion, il y a maintenant plus d'1 an, on a décidé de créer l'Entraide, l'Association nationale Tiffen pour la recherche à l'étranger des disparus. Donc de créer cette association pour aider les familles qui ont des disparitions à l'étranger, que ce soit pour financer leurs actions, pour les aider d'un point de vue diplomatique. Les ambassades ont un rôle essentiel à jouer, mais tout ça, il faut les mobiliser. Donc l'existence de cette association a pris sens après tout ce qu'on a traversé. Pendant les premiers mois, après les premiers mois de sa disparition, ça m'arrivait parfois d'employer le passé. Et en fait, je me suis vite corrigé. Et maintenant, en général, enfin, moi que je l'ai fait là, mais je ne me suis pas rendu compte, en général, j'utilise toujours le présent. Puisqu'on ne sait pas. C'est tout le drame d'une disparition. C'est qu'on ne sait pas. On voit qu'au Japon, il y a aussi des cas de kidnapping et de séquestration. Donc, comme on voit que la piste accidentelle est peu probable, on se dit qu'il est peut-être possible qu'elle ait été kidnappée. Donc, moi, j'utilise le présent. Oui. Tant qu'on ne sait pas, pour moi, Tiffen n'est pas décédée. Même si au fond de moi, je sais qu'il y a peu d'espoir que Tiffen soit en vie quelque part. Tant qu'on ne sait pas, nous, dans ma tête, elle est vivante. Dans le cas de la disparition de Tiffen, en fait, il y a plusieurs suspects qui se sont dégagés au fil de nos investigations. C'est que déjà, Tiffen, il semblerait qu'il soit peu probable que Tiffen soit sortie de son hôtel. Donc effectivement, les premiers suspects, et nous, ce qu'on pense, ma mère, moi et Sybille, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans l'hôtel. Ça, c'est un petit peu notre conviction. Le problème, c'est qu'à l'hôtel, évidemment, il y a un gérant avec sa famille, mais il y avait aussi d'autres touristes japonais. Donc pour nous, il s'est passé quelque chose là. Donc c'est très probable que Tiffen ait été agressée dans sa chambre d'hôtel. Après, le problème, c'est qu'à force de creuser, on a vu qu'ensuite, quand on sortait de l'hôtel, un homme nous avait interpellé en disant qu'il avait vu Tiffen. Il avait l'air plutôt agressif. Il n'avait pas l'air de mentir. Donc déjà, il y a un deuxième suspect direct qui n'a jamais été interrogé. Puis après, quand on élargit encore plus le champ, on découvre qu'il y a un troisième suspect qui se fait passer pour un faux guide et qui agresse les femmes.
Et enfin, pour couronner le tout, ça a été ce qu'on a découvert aussi, c'est que de manière très large, dans la région de Nikko, il y a énormément de corps retrouvés, il y a eu des corps démembrés, il y a eu aussi des tentatives de kidnapping. Donc en fait, ça nous glace le sang. Ouais. Il y a plusieurs scénarios qui nous angoissent, mais c'est vrai que la police française l'avait dit tout de suite et tout le monde était d'accord avec eux. Tiffen a disparu d'un hôtel. Donc on a un lieu et des gens. Donc en fait, la question ne se pose pas. En fait. L'enquête aurait dû démarrer d'ici avec une perquisition et une audition de tous les gens qui avaient été en contact avec Tiffen. Et ça n'a jamais été fait. Ce qui nous fait penser, ce qui nous donne la conviction que Tiffen s'est fait agresser dans sa chambre d'hôtel, c'est qu'il y a plein d'éléments qui, au fur et à mesure des années, se sont dégagés. Déjà, très rapidement, lorsque la police a pu discuter avec le gérant, il explique que Tiffen est parti à 10h. Sauf qu'on a pu avoir accès à sa boîte mail grâce à notre petit frère qui a réussi à accéder à ses comptes. Et donc on a pu accéder à une application qui s'appelle Google Maps qui montre qu'en fait, en réalité, Tiffen n'est pas sorti de l'hôtel et que surtout son téléphone sur l'application Google s'arrête à 11h40 et les points indiquent qu'elle est probablement dans sa chambre d'hôtel. Donc déjà, il y a eu ces 2 points qui nous ont interpellés. C'est le fait que Tiffen soit partie, donc pas à 10h, mais bien après, et que le téléphone montre qu'elle est plutôt dans l'hôtel. Donc déjà, on a des suspicions. En plus, ce n'est pas clair, puisque même si c'est des bouts d'audition, il n'y a pas eu de véritable audition, on ne comprend pas ce qu'explique le gérant de l'hôtel. Il a sa famille qui travaille avec lui, mais on ne sait pas qui était là. Ils se contredisent tous. Donc en plus, sur les petits bouts d'audition, ce n'est pas clair. Et ensuite, l'un des éléments majeurs qui nous a toujours interpellés, c'est que le début août 2018, notre maire qui était restée à Poitiers avait rédigé une lettre qu'elle avait adressée à Emmanuel Macron. Et donc la police locale l'avait su et vexée et nous avait convoqués à l'hôtel pour nous dire « Vous allez voir, nous on est aussi des spécialistes, on a de la police scientifique qui peuvent travailler. » Et donc ils avaient voulu absolument, en ma présence, faire un test au luminol dans la chambre de Tiffen, auquel j'avais été obligé d'assister. Et en fait, donc ils ont fait tout le procédé. Ils ont mis un temps fou à fermer le rideau donc, pour qu'on soit dans l'obscurité, puisque pour faire ce test au luminol, il faut être dans l'obscurité. Mais ça m'a fait réaliser qu'en fait, ils n'avaient pas fait de préparation en amont, puisque ça avait mis un temps fou pour préparer la chambre. Et donc, au moment de ces tests, sur l'un des murs est apparu des éclaboussures bleues, qui, selon les experts qu'on a sollicités, nous disent qu'il est très probable que ce soit du sang, selon leur explication, parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Et là aussi, ça va bientôt faire 7 ans, on n'a jamais eu de réponse sur ce qui s'est passé. Ça avait été demandé dans les différentes séries de savoir ce qui avait été fait, quel rapport. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'échantillon à l'endroit où le luminol est apparu. Or, selon les experts qui nous ont conseillé, la question ne se posait même pas. Il fallait prendre des échantillons et les analyser. Donc, quand on rassemble tous ces éléments, effectivement, on peut se dire que s'il ne s'est rien passé dans l'hôtel, vraiment, ça serait quand même étonnant, avec tous les éléments qu'on a. Il commence à me raconter une histoire, je dis arrêtez-vous là, je connais bien cette histoire, je la connais très très bien, je pense que je la connais peut-être celui qui la connaît le mieux, c'est moi qui suis intervenu. La nuit du 12, c'est moi qui étais le médecin légiste, c'est moi qui ai fait l'examen de corps, c'est moi qui ai constaté ces violences effroyables sur cette très jeune femme, avec une brutalité particulière dans ses lésions. Je suis le docteur Bernard Marc, médecin légiste, chef de service de médecine légale. J'exerce la médecine légale depuis 35 ans et je suis l'auteur du livre Médecin légiste pour les morts et les vivants chez Mareuil. L'image du médecin légiste, elle a été un peu détournée. Elle est détournée parce que beaucoup de séries américaines ont montré ce qu'on appelle les coroners aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, mais ce qui est seulement une partie de la médecine légale, y compris dans ce monde-là, et qui sont des gens qui font de l'autopsie et que de l'autopsie. Donc on imagine le légiste à ne faire que de l'autopsie. En France, et depuis très longtemps d'ailleurs, puisque les premiers à avoir décrit des syndromes de
de violence sur les mineurs, c'est par exemple Tardieu, 1850, vous voyez qu'on est très très loin. Et les légistes se sont toujours passionnés pour le vivant aussi, les lésions, parce que les violences, elles concernent aussi des gens vivants. Un traumatisme n'est pas forcément mortel. Vous pouvez être victime d'un accident de la route, vous pouvez avoir été agressé et survivre heureusement à cette agression. Donc le légiste, il a une partie où on le voit vraiment plutôt dans le fond d'une chambre mortuaire ou sur sa table d'autopsie. Et puis, beaucoup de séries en ont fait un personnage qui est un bonhomme un peu ou irascible, ou un peu fantaisiste, ou un peu versé sur des alcools forts, et qui traînouille et qui est un drôle de personnage. Alors, le métier, il est effectivement un petit peu caractérisé par un personnage où on comprend que le cinéma ou la caricature un petit peu du personnage où le roman veut faire quelqu'un facile à mettre dans un endroit. Alors, ces chambres froides, elles sont inquiétantes, elles sont en même temps tout à fait mystérieuses, elles sont un endroit particulier et le légiste y a son rôle exact. Quand on est beaucoup plus discret, quand on est à voir ce qui constitue 95% de notre activité, 93% pour être très précis, qui sont les examens de victimes vivantes, eh bien on est banalement dans une blouse blanche et dans un cabinet qui ressemble à un cabinet comme tout autre cabinet de médecin. Il y a une table d'examen, un examen qui est simplement plus minutieux, plus détaillé, qui va faire entrer des objets curieux, qui sont beaucoup d'objets de mesure, qui sont l'appareil photo, qui est un petit peu notre stéthoscope. Le stéthoscope du médecin légiste, c'est beaucoup plus l'appareil photo, beaucoup plus la mesure, beaucoup plus les prélèvements. Et ce personnage-là, eh bien, il est moins à mettre en évidence. Par contre, il est tellement présent dans notre société, tellement là pour recueillir ces récits et sur les corps aussi, reprendre des récits des violences qui ont pu survenir, qu'elles soient des violences sexuelles, mais aussi dans des consultations comme celle que j'ai, pour des récits de torture, de gens qui viennent de l'étranger, qui vont demander le droit d'asile parce que chez eux, ils ont subi des tortures, des mutilations, des choses qu'on jugerait absolument impossibles, inimaginables, répréhensibles dans le monde occidental et qui se font encore aujourd'hui, puisque ces gens arrivent aujourd'hui et ils sont à nos portes. Alors le médecin légiste est un des tout premiers intervenants de la scène de décès, la scène de crime, parce que on va intervenir sur ce qu'on appelle la levée de corps, c'est-à-dire l'endroit même où les faits se sont passés, lorsqu'il y a un décès. Et un décès qui au départ est un décès suspect et sur lequel notre avis va faire pencher ou non la balance. Ou apporter des éléments de preuve. Les premiers vont être les techniciens de police technique et scientifique, les techniciens d'investigation criminelle si c'est en zone de gendarmerie. Les premiers hommes en blanc qu'on voit complètement équipés en blanc avec des surchaussures, un masque, des gants. Et puis le troisième qui va intervenir un petit peu plus tard, c'est le médecin légiste qui va voir le corps, comprendre la scène, apporter des éléments, faire attention à ne pas faire d'erreur au point de vue de traces qu'on pourrait laisser, une trace génétique, et apporter les premiers éléments aux enquêteurs, dire qu'il faut rechercher tel type d'instrument, tel type d'objet qui a pu être utilisé pour occasionner la mort, ou au contraire, parfois devant des scènes très sanglantes, faire baisser la pression parce qu'on va s'apercevoir qu'il s'agit là d'une pathologie. Des gens ayant par exemple des hémorragies digestives cataclysmiques qui peuvent transformer une scène en une scène absolument gore, avec du sang absolument partout, des cheminements, des pas, et sur lequel le médecin légiste va apporter les premiers éléments. Et puis on le retrouvera un petit peu plus tard dans son élément, dans un endroit qui est très aseptisé, qui est la salle d'autopsie. Les salles d'autopsie modernes ressemblent à des blocs opératoires. Elles ont des systèmes de ventilation, des systèmes anti-infectieux, des précautions particulières. On est en atmosphère de pression négative. Ou bien, si on n'a pas assisté aux violences, on va être le premier à recueillir des éléments sur la victime qui est soit hospitalisée, soit dans un milieu de réanimation et qui ne peut pas parler. Et notre examen, notre précision va faire parler le corps, parler la peau du vivant ou du mort, et aussi faire parler
la personne qui ne peut pas exprimer sa souffrance, notamment dans des crimes qui sont des crimes de violence sexuelle. Vous savez que le viol, par exemple, représente 3 cas sur 4 qui sont jugés dans les cours d'assises actuelles. Il y a des cours spéciales, des chambres départementales qui vont juger uniquement de ces viols tellement ils sont nombreux. Je ne parle pas de l'importance lorsqu'il va s'agir de mineurs. Donc nous sommes celui qui va donner, chercher le détail, essayer d'avoir la meilleure approche scientifique, parce que la justice va de plus en plus vers une culture de la preuve, et éventuellement une objection à cette preuve, et non plus de l'aveu. Et il faut avoir des éléments scientifiques. Et le médecin légiste, parce que médecin a une culture scientifique, parce que légiste, il a une rigueur, et il sait s'adapter aux nécessités d'un code de procédure pénale. Alors le médecin légiste, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon livre médecin légiste pour les morts et les vivants. Le médecin légiste, il est là, intervenant, et il est médecin et légiste. Ça veut donc dire que dans les situations difficiles qu'on va rencontrer, on va être le médecin avec une part de soin, et notre part de soin, elle est peut-être dans un constat soigneux si c'est une victime encore vivante, parce qu'on ne peut pas être brutal, on ne peut pas occasionner de douleur, ni physique ni psychique, et il faut faire très attention à ça. Et puis on est aussi celui qui, lorsqu'il y a une scène de crime, une scène de décès, va être au contact d'une famille, de proches. Et quand ils viennent nous voir, quand ils sont là, eh bien ce sont des enfants qui demandent des nouvelles d'une mère qui a disparu, avec la violence que peut avoir pour tout à chacun la perte d'une mère. Donc notre rôle, il est aussi dans ces situations-là d'être celui qui a le plus de tact, et on sent dans ces situations difficiles que beaucoup sont dépassés, c'est très difficile. Ce qu'on voit dans les violences, c'est une surreprésentation des femmes et des enfants ou des personnes vulnérables. On voit les victimes. Si on prend aussi l'inverse, dans les auteurs, il y a énormément de prisons d'hommes, donc d'auteurs, de violences, de délits, et très peu de prisons de femmes. Ça veut donc dire une sous-représentation. Et cette surreprésentation des violences intrafamiliales, des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, elle est là, elle s'impose. Et quand on reprend un petit peu des histoires, il s'avère que les histoires les plus violentes, la victime est souvent quelqu'un de fragile. Il est rare qu'on s'affronte à quelqu'un au moins aussi fort, peut-être même plus fort que soi, comme un défi. Au contraire, on essaie, et c'est souvent ce qu'on a dans les éléments criminels, de s'attaquer à quelqu'un de plus faible. C'est une très grande violence. Ça nous dit beaucoup de notre part d'humanité et notre part de dishumanité. L'homme est capable de faire le meilleur comme le pire, l'invention la plus superbe, l'art le plus délicat et les abominations les plus atroces. Ce sont des hommes tout à fait ordinaires qui ont commis des abominations et des abominations génocidaires. Et ça doit nous interroger sur le profond de notre âme humaine. La nuit du 12, le film de Dominique Moll, c'est une histoire très particulière pour moi. C'est une histoire qui aurait pu être assez banale parce qu'on me sollicite pour un avis technique, et le cinéma sollicite quelquefois, et assez souvent d'ailleurs, le cinéma en grand écran, les médecins légistes pour des avis techniques. Et on me demande si je peux aider à l'élaboration d'un mannequin qui va représenter un corps, un mannequin qui aurait été brûlé, mais partiellement brûlé, et à la différence de ce qu'on voit très classiquement, des corps qui ont été brûlés soit sur le dos, soit sur le ventre, là c'est un mannequin qui représente quelqu'un qui a été brûlé par un liquide inflammable qui a été versé depuis la tête et qui a ruisselé et qui a respecté le bas du corps. C'est très rare. C'est tellement rare que je me pose la question et je demande un petit peu
d'où sort cette histoire. Et l'équipe technique et les gens qui me sollicitent ne savent pas trop où j'exerce, n'y font plus attention, ou en tout cas travaillent avec moi depuis des années, ils me croient encore à exercer en Seine-Saint-Denis. Et il me raconte une histoire, il commence à me raconter une histoire, je dis arrêtez-vous là, je connais bien cette histoire, je la connais très très bien, je pense que je la connais peut-être celui qui la connaît le mieux, c'est moi qui suis intervenu. La nuit du 12, c'est moi qui étais le médecin légiste, c'est moi qui ai fait l'examen de corps, c'est moi qui ai constaté ces violences effroyables sur cette très jeune femme, avec une brutalité particulière dans ces lésions, qui était que si la partie haute était détruite, pas reconnaissable, difficilement reconnaissable, toute la partie basse du corps, à partir de la ceinture, traduisait une jeunesse et un élan vital, hein. J'utilise le terme parce que c'était ça qui était extrêmement choquant. Et donc là, je sens dans l'équipe technique un moment difficile et qui les mène à appeler le réalisateur, et Dominique Moll était lui-même tout à fait surpris, étonné. On a eu un échange parce que là, on abordait quelque chose et où son film prenait, d'une certaine façon, en tout cas, un contact avec le réel. Et je le remercie encore parce que le jour où, à la cérémonie des Césars, je n'étais pas invité, mais il aurait pu faire les remerciements d'usage. Eh bien, il a voulu parler de Maude Maréchal, on va dire son nom puisqu'il l'a cité, qui est cette jeune femme dont le meurtrier est encore libre, et dont on espère qu'il va finir par être retrouvé, puis jugé. C'est une affaire qui est maintenant au Paul Colcaise, et son film a fait remonter ce qui n'était pas un fait divers, qui est un fait absolument terrible, sur lequel tout le monde pense, imagine, qu'on a entendu, qu'on a vu, qu'on a contacté cette personne. Elle a été entendue, c'est pas possible, c'est trop proche, c'est trop violent, c'est trop préparé, c'est pas du tout du hasard, c'est pas une agression au hasard. Et tous, on s'est unis d'une certaine façon pour que peut-être, espérons-le, la vérité sorte et que cette jeune fille ne soit pas morte pour rien, ou en tout cas que l'auteur de cette violence ait la peine qu'il mérite, et une peine lourde, j'espère. J'ai plusieurs affaires qui me hantent parce que j'ai des affaires où j'aurais pu intervenir, j'aurais pu pousser, mais je ne suis pas, je n'ai pas les pouvoirs qu'ont mes collègues anglo-saxons. J'ai des histoires où, par exemple, le fait de signaler des violences particulières aurait pu éviter un crime terrible. Il y en a une, c'est une femme qui est victime de violences absolument terribles par son mari. On le signale, on a une période où ça ne s'enclenchait pas, la garde à vue ne s'enclenchait pas automatiquement. Il s'avère qu'on l'interpelle et puis il va commettre l'irréparable, c'est-à-dire qu'il, à sa sortie de la garde à vue qui a été courte, il va kidnapper, emmener sa femme, la poignarder, puis essayer de la détruire, l'immoler par le feu. Ou en tout cas de détruire le corps. Puis tenter de se tuer, de s'immoler, finir par se noyer, c'est quelque chose d'une brutalité absolument totale. Et cette histoire terrifique aurait pu s'arrêter là, avec le côté navrant de ne pas avoir pu réussir à sauver cette femme, parce que l'action judiciaire, bien que rapide à l'époque, n'a pas été assez rapide, n'a pas séparé assez vite l'auteur potentiel de cette femme, et cette histoire, elle va avoir plusieurs rebondissements. Le premier, c'est que lors de sa courte garde à vue, on est dans la pratique des empreintes génétiques, on commence à avoir un fichier national des empreintes génétiques,
Et en lui prélevant ses empreintes génétiques, alors il est mort, il n'y a pas de raison de les exploiter, bien plus tard, un mois plus tard, quand ça passe dans le traitement des milliers de prélèvements génétiques faits chaque jour en France, eh bien ça match avec une histoire absolument extraordinaire, irrésolue, un cold case qui était l'affaire Angélique Dumetz, une jeune fille qui avait été violée et tuée en périphérie à Compiègne. Une histoire absolument caractéristique parce que ce cold case a été aussi à l'origine du fichier national des empreintes génétiques. Pourquoi? Parce que la famille voulait absolument que les empreintes génétiques soient généralisées pour pouvoir enfin trouver l'ADN du violeur. Il y avait eu un prélèvement de sperme qui avait été fait. On avait un ADN, mais pas la possibilité de le comparer. Et eh bien, là, on est arrivé, et là, cette histoire s'est conclue, plus de 12 ans après le décès, par le fait que l'ADN a matché, c'était lui qui avait tué et cette jeune fille, et 12 ans plus tard, son épouse. Et malheureusement, le juge d'instruction a eu à la fois à donner la résolution de cette affaire, en disant c'est oui, c'est bien sûr, on connaît l'auteur, et hélas, il ne pourra pas être jugé parce qu'il s'est donné la mort. Mais il y a encore un autre élément, un élément criminologique et encore plus sordide, encore plus fou, c'est que l'arme du crime a été la même arme utilisée dans les deux affaires, et que cet homme avait gardé cet objet comme un espèce d'objet rituel, comme une espèce de totem de cette violence, de cette ultra-violence qu'il était capable de faire. Et mon action de légiste a continué jusqu'à là, puisqu'il a fallu que j'expertise et l'arme et les lésions, et que je fasse la comparaison, puisque jusqu'au bout, cet homme avait voulu utiliser et le même mode d'une violence totale, avec à chaque fois dans l'agression la mort de la personne qui l'agressait, et le même objet, un objet transitionnel, diraient les psychanalystes, mais je ne m'engagerai pas sur ce terrain. L'horreur telle qu'on la voit nous conditionne dans un doute sur l'humanité, sur ce qu'on est capable de voir et de faire. Mon maître Michel Durigon disait que la médecine légale nous montre tout ce que l'homme peut faire, c'est-à-dire le pire. C'est une boutade, mais une boutade où effectivement il y a aussi une prise de distance par rapport à ce qu'on voit, qui est absolument nécessaire. On reste quand même choqué d'entendre des récits, et là j'ai des récits de vivants et de très jeunes enfants vivants racontant des abominations et des abus de vie pour l'un, de violence, de maltraitance, aujourd'hui, en 2025, avec un enfant privé de soins, de nourriture, et une autre victime d'abus sexuels absolument effroyables. Et là, effectivement, ça nous questionne sur l'humanité. Il faudrait être sorti, mais on n'a pas la possibilité qu'ont les victimes de se dissocier. Et la difficulté, cette petite fille qui raconte son récit d'abomination pendant plus d'un quart d'heure, avec un ton monocorde, racontant les pires horreurs sans jamais élever le ton, et puis à la fin, elle termine par « et c'est tout ». Le « et c'est tout » nous bouscule, nous remue. Et ce n'est pas 35 ans d'exercice, de médecine légale, avoir le pire, avoir vu des accidents collectifs, avoir fait ce qu'on appelle le relevage dans des circonstances très particulières, être intervenu sur des scènes très particulières qui nous empêchent d'être sourds ou de ne pas voir la douleur dans le « et c'est tout », c'est-à-dire que quelqu'un a été sorti de sa possibilité humaine, sa possibilité d'être un enfant heureux,
ou un adulte heureux pour vivre des choses abominables. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'humanité? Eh bien, beaucoup de choses. J'ai l'habitude de dire que le médecin légiste répond à qui est la victime, et c'est l'identification où est-ce qu'elle a été tuée, est-ce qu'elle a été bougée, translatée, quand est-ce que ça s'est passé, la datation, comment. Alors là, on va nous demander beaucoup le comment. Et puis, il nous reste derrière une question qui n'est pas posée, c'est pourquoi. Pourquoi y a-t-il eu tous ces gestes? Pourquoi ça s'est effectué? Et ça, c'est effectivement une question qui peut nous tarauder. Alors, le pire cauchemar pour un médecin légiste, c'est peut-être qu'effectivement, ce qu'on a pu apporter ne soit pas suffisant pour qu'une vérité judiciaire existe, ou qu'on ait pu se tromper, passer à côté de quelque chose. Donc, ça nécessite une attention de tous les instants. Mais j'ai souvenir d'un néonaticide, c'est-à-dire d'une mort le premier jour de la vie d'une petite fille, puisque c'était une petite fille, avec un crime assez organisé, assez familial d'ailleurs, très familial, même beau familial, avec une couverture un peu de la belle famille, d'une certaine façon. Et puis une élaboration par les avocats d'une belle défense sur le fait que c'était un déni de grossesse, ce qui n'était pas le cas. Elle se savait enceinte, des éléments le disaient bien, mais c'était à l'époque du jugement une vérité ou quelque chose auquel on voulait véritablement croire, un phénomène un petit peu de mode. Il y a des courants judiciaires comme ça. Et malgré tout ce qu'on avait mis en place, et l'imagerie 3D du corps, des éléments vraiment qui étaient très en avance pour l'époque, eh bien, ce qui a été entendu, c'est que non, ça devait être un geste irraisonné, bien que la mère se soit fait aider par le père, qu'il ait participé à évacuer une partie du corps et des annexes après cet accouchement, qu'il ait essayé de le dissimuler, qu'il ait essayé lui-même aussi d'amener sa femme aux urgences pour cacher un peu ces éléments-là. Malgré tout cela, eh bien, cette vérité n'a pas attendu. Et ça, effectivement, c'est un regret. C'est un regret parce que je ne cherche pas à ce qu'il y ait une peine. Je cherche à ce que la vérité soit établie. Ça me semble être un respect que l'on doit aux personnes qui sont mortes, qu'elles ne soient pas mortes pour rien. Mais cette toute petite fille qui était tellement en bonne santé qu'il a fallu qu'ils utilisent au moins 4 moyens différents pour arriver à la tuer, eh bien, elle me hante encore. Je ne suis pas content de ce moment-là, et c'était un moment où il n'existait pas d'appel d'assises, et donc la vérité populaire a été entendue, la vérité judiciaire a été établie, la mère n'a pas été reconnue coupable. Au jeune interne qui commence cette carrière, au jeune Bernard Marc, eh bien, je lui dirais que devant lui, il va avoir une vie passionnante, et que si elle n'est pas simple, si elle va exiger de lui du temps, de la passion, de l'investissement, eh bien, elle va lui rapporter beaucoup de trésors, beaucoup de richesses, et peut-être dans les richesses, celles qui sont d'avoir été secourables, utiles à beaucoup de victimes, au-delà même de ce qu'il peut penser, et de lui avoir appris à écouter l'autre, entendre l'autre dans des moments de souffrance et le ressentir. Et le médecin maintenant expérimenté que je suis peut regarder l'itinéraire et se dit que finalement, ça a été d'une certaine façon l'itinéraire d'un interne gâté. C'était horrible. Il m'a mis des marteaux, des scies électriques. Il mettait une scie électrique, il mettait un bout de bois au bout, puis il mettait ça partout. Fallait qu'il soit content. Et puis si je faisais pas ça, bah, j'avais pas à manger. Ou j'étais tapée.
Il me tapait avec des martinets, il me tapait sur des brûlures, ça faisait très très mal. La vieille, eh ben, un jour, il faisait très beau. Elle nous a dit, vous pouvez les sortir dehors. On est sortis dehors. C'était la première fois qu'on sortait dehors. On avait dit, c'est bizarre quand même. Mais avec Bruno et Nadia, on avait dit, bon, bah voilà, Et après, la vieille, elle nous a dit de monter. Le vieux est venu nous chercher. Le vieux, après, il a été il était joué au tiercé. Et ce jour-là, ben, la vieille, elle a puni Bruno dans la chambre, elle a puni Nadia dans sa chambre. Et moi, elle m'a dit, de toute manière, tu vas prendre un bain. De toute manière, c'est qui va prendre un bain? Alors, elle a rempli la baignoire d'eau chaude. Elle avait mis de l'eau de Javel. Elle mettait du parfum. Et elle avait pris la brosse et elle disait que c'était de la crasse qui partait. Mais non, c'était quand elle frottait, c'était ma peau qui partait, tellement qu'elle a brûlé. Après, le vieux, il a dit, faut pas dire que c'est ta mère qui t'a brûlé. Il m'a mis dans la chambre, il m'a enveloppé dans un drap, il m'a mis de l'huile. Alors, ça a brûlé encore plus, enfin, parce qu'il croyait qu'il fallait mettre de l'huile pour assouplir les brûlures. Finalement, il a vu que j'allais pas bien, donc ils m'ont emmené à l'hôpital vite fait. Ça aurait pu être ma sœur qui aurait pu être brûlée, hein, mais là, c'est moi qui ai pris. Et c'est tout là que notre vie a tourné au cauchemar. Mon père m'a ressorti de l'hôpital et il a dit comme ça, bah maintenant, pour faire ce que vous faites là, je peux le faire, je peux faire soigner ma fille et tout ça. Faut faire les pansements, faut faire les pansements tous les jours. Donc tous les jours, il fallait faire les pansements. Et tous les jours, ça a commencé comme ça, il touchait, il voulait pas que ça se soigne. Donc, et quand ça commence à soigner, il grattait plus. Il a pris Prixry de l'éther, puis des compresses, puis plein de trucs. Et ça arrachait à chaque fois les peaux. Ça cicatrisait pas parce qu'il voulait pas que ça cicatrise. C'est pour ça que mes brûlures, c'est toujours, ça marque, c'est toujours marqué. Que normalement, une brûlure, ça marque pas. Quand on cicatrise, ça reste comme ça. Mais mon père, il voulait pas que ça se soigne. Donc, j'étais attachée toute la journée, je me faisais dessus. 3 fois par jour, il me faisait ça, il me faisait des trucs. Après, il revenait, après, il allait sur Nadia. Après, il disait, ah, ta soeur, elle n'a pas été gentille, donc toi, tu vas être gentil avec moi. Et puis bon, notre vie, c'était ça. On était enfermés tous les trois dans une chambre. Bruno était dans sa chambre, Nadia elle avait une chambre et moi j'avais une chambre. Après, il a voulu mettre Nadia et moi dans la même chambre, mais ça n'a pas marché parce que le problème c'est que moi je criais parce que ça me grattait, ça me faisait mal. Les brûlures, ça fait très mal, hein, faut pas croire que c'est... Et il a dit, bon, on va mettre Nadia à part. Et Bruno, il avait un seau pour faire. Nadia avait un seau pour faire. Mais moi, je ne faisais pas dans un seau. Il me mettait une bassine en dessous les fesses. Et tellement que j'étais toujours couchée, j'avais les fesses, elles étaient abîmées derrière. Ça brûlait. Donc, il me mettait sur le ventre. Mais bon, après, il faisait ce qu'il avait à faire, hein, et, comme d'habitude. Le vieux avait été un peu trop fort avec Bruno. Il l'avait tapé, il l'avait violé. Le lendemain, Bruno est parti. Bruno est parti, il est parti, il a fait une fugue. Il a cherché partout, hein, Bruno. Il a cherché, mais il n'a jamais trouvé. Et Bruno, finalement, c'est qui l'a aidé? C'est mon grand-père. Et Bruno, Bruno, il a pu faire sa vie. Le vieux n'a pas trop cherché à voir Bruno. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Nadia et moi, donc on a fait notre vie, on a été violés. Notre vie a été construite comme ça, par viol, voilà, c'était l'amour qu'il nous donnait. Pour lui, c'était normal. Pour nous, c'était normal aussi. Et un jour, Bruno est venu chercher Nadia. Moi, ce que je ne savais pas, c'est que Bruno et Nadia se voyaient de temps en temps. Nadia n'a pas voulu me le dire parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas m'aider.
Après, il est venu chercher Nadia. Nadia, elle est partie. Nadia avait 18 ans quand elle est partie. Il a fait un bordel, le vieux, il a cherché partout. Et Bruno il a bien tout caché, il a tout fait pour ma sœur. Mais bon, je lui en veux parce que moi, il n'est pas venu me chercher. Mais après, quand il me donne son explication, je la comprends un petit peu. Mais il me dit, ouais, t'as vu, t'étais sans arrêt brûlé, parce que mon père m'a brûlé à l'eau chaude. Bah, ma mère m'a brûlé à l'eau chaude et mon père m'a brûlé à l'acide et à l'essence. Ma vie a été un enfer. Parce qu'après, bah, il n'y avait que moi. C'était horrible. Il m'a mis des marteaux, des scies électriques. Il mettait une scie électrique, il mettait un bout de bois au bout, puis il mettait ça partout. Fallait qu'il soit content. Et puis si je faisais pas ça, bah j'avais pas à manger. Ou j'étais tapée. Il me tapait avec des martinets, il me tapait sur des brûlures, ça faisait très très mal. Et à 18 ans, il m'a dit comme ça, bah maintenant t'es majeure, tu peux être maman. En 82, bah, j'ai eu mon premier. Alors pour que je sois enceinte, il faisait ce qu'il faut, hein, et puis il me mettait les pieds en l'air pendant 1 heure, 2 heures, tout dépend. Le temps, des fois ça pouvait rester très très longtemps, qu'il m'avait oublié. J'étais obligée d'hurler en disant que j'étais pas bien. Et à chaque fois, ça prenait. Ah, il n'y avait pas de problème. Pour ça, il savait quand me mettre. Il calculait tout. Même sur les carnets de santé des enfants, c'est marqué quand il me met enceinte, quand il m'a mis enceinte, sur les carnets tout. Il marquait tout, tout. Quand j'étais enceinte, c'était bien parce que à partir du 3e mois, il me touchait plus. Et j'avais plus de. Il attendait que la grossesse ça se fasse mais après, il recommençait dès que j'avais accouché. Il disait toujours, ah bah c'est grand vert, nanana. Alors un jour, mon père c'était un dimanche. Et là, il nous a proposé d'être à table. Et il a dit il y avait ma mère, la Lucienne, il y avait ma mère, il y avait mes enfants. Puis il m'a dit, bah maintenant on se marie tous les deux. T'es ma deuxième femme, tu m'as fait des enfants, donc t'es plus ma femme que... Les gosses, c'était l'un derrière l'autre. Tous les ans, il y en avait un. Pour moi, j'étais la fille qui faisait des enfants, la poule pondeuse. J'ai toujours dit ça. Et puis, ma mère, elle s'occupait des enfants, elle leur faisait des tricots. C'est elle qui s'occupait des enfants, mais il faisait des bêtises aussi sur les enfants. Donc, voilà. Il, il aimait bien les laver, il aimait bien faire des choses. Voilà. Et j'avais le droit de rien dire, mais je pouvais pas dire. Alors les enfants, ils n'allaient pas à l'école, parce que pour eux, lui, ils disaient toujours qu'on était en déplacement. Et puis, ils y allaient une fois, et hop, après, ils y allaient plus. Rien que pour les inscrire, et après, ils y allaient plus. Mais les écoles n'ont jamais demandé pourquoi les gosses n'allaient pas à l'école, hein. Il n'y a jamais eu d'enquête sociale. Jamais été puni, mon père. Un jour, ouais, j'ai décidé de partir. Il m'avait tellement tapé, j'avais le dos en sang. Je suis partie, j'étais en nuisette. Parce que m'emmener en nuisette, j'étais jamais habillée. En nuisette, et puis je suis partie avec mon premier, JR. Et je me suis trouvée dans une gare. Je crois que c'était la gare de Lyon, un truc comme ça. Mais bon, les gendarmes, ils m'ont rendu à mon père. Donc, j'étais avec encore un enfant. Il m'a cloué le pied dans le grenier en me disant, tu vois ce que c'est de... Mais j'ai senti, mais j'étais tellement shootée, que mon pied, là, celui-là, là, ils m'ont fait un truc, une crève, et j'ai un trou là, toujours là. Et j'arrivais plus à bouger mes pieds. Et là, il m'a emmenée à l'hôpital parce qu'il a fait croire que j'avais marché sur un clou. Mais ils ont bien vu que le clou, il était... Je sais pas pourquoi ça n'a même pas bougé, ça non plus. Alors.
J'étais sur le parking du Monoprix. Alors, ce parking est encore Monoprix. Le vieux m'avait encore emmenée et j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui m'a dit viens, je peux t'aider. Mon père, il est procureur et tout, tralala. Et puis, bah, j'ai cru. Et il m'avait promis qu'il m'aiderait. Et puis, il m'a dit bah, bien. Donc, je suis partie. Après, je l'ai suivi. Il m'a emmené dans un hôtel à Meaux. Ben, il a couché. J'ai cru que c'était normal, qu'il fallait faire ça. Et, et presque 3 heures après, il est parti. Il est parti, il m'a laissé. Et 3 heures après, il avait balancé à mon père que j'étais là dans la chambre. Et puis là, là, c'était encore pire. Quand je suis rentrée à la maison, je disais, oh, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Et il me brûlait. Il me brûlait. Il me faisait boire. Il me brûlait. Puis il me dit, ouais, tu vois, c'est ce que tu voulais, tu vois. Tu me rends méchant. Que je suis gentille avec toi. Je te fais des câlins. Ouais. Je faisais pas des câlins. Le vieux, il est pas bien. Je l'emmène à l'hôpital. Parce qu'il y a que moi qui compte biser. La vieille, elle pouvait pas y aller. Il fallait qu'elle garde les gosses. Donc, j'ai emmené le vieux à l'hôpital. De l'hôpital, il est resté couché. Il a été en urgence. Après, ils l'ont mis dans une chambre. Et dans cette chambre, ils m'ont dit faut que vous restez avec lui parce qu'il veut pas rester couché. Nanana, nanana. Et donc, je suis restée avec mon père. Mon père me disait, m'a dit, son dernier mot m'a dit tu restes assis là, tu bouges pas. Si je bouge, je veux le savoir. Puis bon, il m'a dit sinon, tu vas voir, tu sauras ce qui va t'arriver. Après, je savais ce qui allait m'arriver. Et je suis restée comme ça. Et je suis restée. Le vieux, je comprenais pas parce que à un moment, il était tout nu. J'ai dû m'endormir. Et quand je me suis réveillée, il était tout nu. Et tout froid. Et je le réveille, je dis, je le secoue. Il était dur, il était froid. Donc je vais voir l'infirmière. Et l'infirmière me dit comme ça, ah ben il est mort votre père. Et moi j'ai pleuré, j'ai crié, j'avais perdu quelqu'un que j'ai aimé toute ma vie, tu vois. Il nous avait dit, on sera toujours unis. Jamais vous me laisserez, jamais vous partirez, non, non, non. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une tombe, et puis il a mis pour mes 7 enfants et moi avec lui. Il m'a dit, le jour qu'il m'arrive quelque chose, vous vous donnez la mort, tu prends les membres, tu prends le camion, tu vas pas. Et je l'ai fait. Mais le camion, il n'a pas été trop loin. Et le camion, j'ai pas su. Il est resté sur le pont comme ça. J'ai ça va que j'ai pas eu de problème, hein, mais bon. Marianne m'habille avec une copine et elle m'a dit on va en boîte. Moi j'ai cru que c'était des boîtes de concert parce qu'on parlait toujours des boîtes de concert. Elle m'a dit non, non, tu vas voir, ça va être bien. Je suis rentrée dans cette boîte au Baladin et j'ai vu tout le monde qui dansait. C'était trop bien. C'était trop, trop bien. Et puis bon, après, j'ai vu Marianne a dansé avec un garçon qui était Sylvain. Et j'ai dit, oh, il est trop beau celui-là, il est costaud. J'ai pas vu sa tête encore, c'est ses épaules que je voyais. J'ai dit, oh, ça c'est bien, c'est costaud. Puis il était beau. Moi, je trouvais qu'il était beau. Sa façon de parler, il était doux. Mais il est toujours doux, hein. Il parle doucement. Et moi, au départ, j'ai pas voulu dire ce qui s'est passé. J'ai dit que c'était mes enfants, j'avais 7 enfants. À Sylvain, j'ai toujours dit, j'ai 7 enfants. Mais mes enfants disaient toujours, surtout, dis pas que le vieux te brûlait, dis pas qu'on est du vieux. Mes enfants me disaient des trucs comme ça. Dis pas qu'on est du père ou quoi que ce soit. Et bon, j'avais fait croire une histoire à Sylvain, mais ça n'a pas marché longtemps avec Sylvain. Ça a peut-être marché 1 ou 2 jours, et après, je lui ai dit la vérité.
Je lui ai dit que mon père, c'était mon père, que c'est lui qui m'avait fait des enfants. C'est lui qui m'a emmené à dire que ça, c'était pas normal. Mais ma plus belle vie, c'est quand j'ai connu Sylvain. C'était mon cadeau. C'était mon cadeau. C'est Sylvain qui m'a emmené à porter plainte à la gendarmerie de Crécy, je crois. C'est Crécy ou Coulommiers, je me rappelle plus. Crécy, je crois. Et ça bougeait pas, hein. Et il a fait tout bouger, même Sylvain. Et il m'a emmené devant des éducateurs pour faire que les enfants ils aillent bien, que- qu'ils aillent à l'école. Sylvain l'a tout fait. Quand on était en procédure, on m'a demandé, vous avez quelque chose à demander à votre mère? Bah, j'ai dit oui, qu'elle me dise pardon de ce qu'elle m'a fait. Et ben la vieille, elle m'a regardée. Il y avait le juge, il y avait tout ça. Elle a dit, de toute manière, ton père, il serait là, tu serais pas là. Et t'en as pas subi assez pour que tu te plaignes comme ça suffit. Finalement, elle a été punie quoi? 5 ans avec sursis et 3 000 € pour mon fils Brice. Elle me donne normalement tous les mois 470 € tous les mois. Je ne me pardonnerai jamais à la vieille parce que tout ce qu'elle a vu, elle a rien dit. Et puis elle a fait avec lui. C'est elle qui faisait les tampons d'éther. C'est elle qui mettait les gaz. C'est elle qui bandait. C'est elle qui... Et elle disait au vieux, vas-y, là, elle peut avoir un enfant, vas-y, ça fait je sais pas combien de jours. Compter les jours. Même mes voisins, je ne veux même pas leur parler. Je leur parle pas, mes voisins. J'en ai encore... il y en a pas mal qui sont partis, mais j'en ai encore 2 qui sont là. Ils sont pas encore... mais je leur pardonnerai pas ni à la gendarmerie, ni à personne. Moi, Crécy, si je dois y aller un jour pour la gendarmerie, comme ça, mais bon, c'est plus les mêmes gendarmes. Je vais pas les condamner tous, mais je pardonnerai pas à l'État. Jamais. L'État m'a laissé comme ça parce qu'il savait. Tout le monde savait. Vous savez, au tribunal, on n'a même pas eu besoin de faire voir, de prouver que mes enfants étaient mon père, parce qu'ils savaient tous que c'était de mon père. Ils disaient, oui, on sait. Ils ont dit, oui, on sait. Les gendarmes m'ont dit, vous m'emmenez où votre père vous emmenez. Et j'ai emmené les gendarmes partout où mon père m'a emmené. Et partout où il y avait ça qui arrivait. Il y avait une gamine qui avait été enlevée à ce moment-là. Donc avec quelqu'un qu'on connaissait, et il nous a aidés. Et ça n'a pas été dit que c'était mon père. Mais ça n'a pas été dit que c'était pas mon père. J'ai toujours le doute, parce qu'il y a des trucs de béton. Il nous a fait faire des trous dans la nuit jusqu'à je sais pas quelle heure, qu'on était presque entiers dans le trou. Et le lendemain, c'était plein de béton. Donc on ne comprenait pas pourquoi on avait fait des trous, puisqu'après, il mettait du béton. Alors, il avait dit à mes enfants, ah, c'est parce que l'eau elle va rentrer, il y avait de l'eau dans le truc, c'est pas la peine de faire un trou là. Il trouvait toujours une excuse. Et nous, on a toujours dit, ça tient là-dessous, il y a quelque chose. Mais c'est de ma faute. D'ailleurs, je dis toujours, c'est de ma faute. J'aurais pas dû me laisser faire, je sais pas, j'en sais rien. On se demande toujours comment on pouvait se défaire d'un truc comme ça, mais on peut pas. J'étais un enfant, mais après, j'étais adulte. Et j'aurais dû comprendre, mais personne m'a expliqué que c'était pas normal. Ils sont venus chez nous. Ils nous ont pris tous nos ordinateurs, ils nous ont pris tout ça, nos ordinateurs, nos trucs n'avaient rien à voir. Mais ils n'ont pas creusé où j'ai dit, ils n'ont pas fait ils n'ont rien fait. Non, ils ont fouillé que la maison, oui, les affaires des enfants, mais ils n'ont jamais fouillé, ils ont jamais. Mais j'aurais bien voulu, de toute manière, le jour que je détruis cette maison, parce que c'est pour ça que je veux vendre un truc, comment ça s'appelle? Pas des particuliers, je veux vendre un gros truc pour qu'ils fassent un bâtiment comme ça. Ils cassent tout, ils creusent et je verrai. Je vis le jour le jour. Demain, je ne sais pas comment ça va être. Je peux demain avoir pas une baisse de morale, reste tranquille, je reste tranquille. Mais non, je préfère profiter de la vie qui me reste. Parce qu'on ne sait pas combien... Ma sœur est décédée, elle avait 42 ans. Donc je me dis,
Non, la vie, elle est belle, j'aime bien. J'ai appris à vivre à 40 ans. À 40 ans, j'ai appris à vivre, à mettre des slips, mettre un soutien-gorge, parce que tout ce que j'aimais bien, ça m'allait pas. Je dis, ah, c'est bizarre. Et puis, il fallait que j'apprenne ma taille, il fallait que j'apprenne. Maintenant, j'adore m'habiller, j'adore être coquette, euh, j'adore aller au coiffeur. Le coiffeur, c'est un peu obligé parce que j'ai du mal à me laver la tête, comme ça a été brûlé dans le dos, et donc j'ai du mal. Sinon, c'est mon Sylvain qui me lavait la tête. Mais bon, je préfère le coiffeur, c'est plus gentil. Lui, il fait des brushings, mais ils sont beaux, ces brushings, mais c'est pas le coiffeur. Je profite de la vie. Franchement, je peux dire aux gens, profitez. Si chacun a un problème dans la vie, putain, regardez pas derrière. Parce que mon père, il me disait toujours, à chaque fois que tu regarderas derrière, je serai devant, je serai là. Je serai là. Et à chaque fois, je dis, faut pas que je me retourne, pas que je me retourne. Il y a mon père. Et même mort, je me disais qu'il était vivant. Mais je me dis toujours qu'il est vivant. Des fois, je fais des cauchemars. Il est là, il est devant moi. Pourtant, il est mort. Moi, quand je raconte mon histoire, parce que moi, j'ai pas pu bouger. Mais s'il y en a qui voient des choses, mais bougez. Arrêtez de vous taire des gens. Arrêtez de faire huis clos, là, de rien dire, de laisser faire. Moi, j'ai vécu jusqu'à 38 ans comme ça, 39 ans, ouais, une vie de merde. Donc quand je parle de l'abbé Pierre, de ses mains qui passent, quand je parle de l'abbé Pierre, de sa langue, cette odeur qu'il avait, je la ressens, cette langue qui bave dans la mienne, dans ma bouche, je la ressens. Quand ma mère se suicide, le bruit, je l'ai encore, je visualise tout en fait. Et la mémoire traumatique, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Rachel, j'ai 60 ans. Je suis la plus jeune victime avérée de l'abbé Pierre aujourd'hui. Et si j'ai accepté de parler, c'est tout simplement parce que j'estime aujourd'hui qu'il y a des vérités qui ont été cachées, l'institution, l'abbé Pierre, et tout simplement aussi parce qu'il y a d'autres victimes qui sont en souffrance et qui ont très certainement besoin de pouvoir se libérer comme moi j'ai pu le faire. Alors on avait une enfance compliquée avec mes frères parce qu'un père alcoolique, une mère dépressive, suicidaire, qui avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide. Mais je dirais que malgré tout, on était des vrais petits soldats. On était avec mes deux frères, Philippe et Gaëtan, hyper soudés et bien que livrés à nous-mêmes, on arrivait à avoir une vie tout à fait équilibrée. J'étais la plus jeune d'une fratrie, enfin on était deux garçons, une fille, puis je suis la petite dernière. Donc j'étais très proche de ma mère. On est à l'aube de 1974 et ma mère, en allant chez Emmaüs, rencontre un monsieur qui est là, que tout le monde appelle Monsieur René. Et on comprend très vite avec mes frères, avec mon père, que cet homme n'est pas qu'un simple ami, qu'un simple confident. On comprend et qu'en fait, il est son amant. Il est son amant, tout le monde le sait apparemment, et Emmaüs, l'abbé Pierre le sait aussi. Et à partir de là, ce monsieur René en question, qui par la suite va devenir mon beau-père, a une petite chambre à Emmaüs. Et quand ma mère n'est pas là, enfin qu'elle va se balader pour chercher des vêtements ou des choses comme ça, il en profite pour me toucher,
pour me mettre sur ses genoux, pour me caresser. Et il me dit que maman étant malade, il ne faut pas lui dire parce qu'elle ne comprendrait pas et qu'elle pourrait être jalouse de la relation qu'il y a entre nous. Et donc avec mon beau-père, c'est vraiment là que ça commence, par des attouchements au départ. À l'époque, je comprends pas trop ce qui m'arrive. J'ai l'impression en tout cas que ce qui m'arrive n'est pas normal, mais en même temps, je connais rien de la sexualité, je connais rien de mon corps, je connais encore moins le corps d'un adulte, donc je ne peux pas me positionner. Voilà, mais je comprends en tout cas que ce qui m'arrive n'est pas normal. Et je le comprends pourquoi? Parce qu'il faut savoir que mes parents travaillent dans un hôpital psychiatrique, à l'hôpital Esquirol, à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Et jusqu'à l'âge de mes 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1975, je vis et j'apprends à vivre au milieu de personnes qu'à l'époque on appelait des débiles profonds. C'était le terme de l'époque, hein, bien évidemment, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et ce sont des personnes atteintes, des personnes qui peuvent être violentes, des personnes qui peuvent avoir un visage très souriant et qui, à n'importe quel moment, vont vriller et vont vraiment être agressives. Mais on nous apprend, les infirmiers qui travaillent en psychiatrie nous apprennent à vivre en communauté, c'est-à-dire que les soignants, les malades, tout le monde se côtoie dans cet hôpital qui est un lieu ouvert avec des grands parcs et où on échange beaucoup de choses. Donc j'acquiers un espèce de sixième sens, mais qu'on m'a inculqué en fait. Et à ce moment-là, je pense qu'avec mon beau-père, je le ressens. Je le ressens comme ça. Je le ressens comme une agression, quelque chose qui n'est pas normal, d'un homme qui peut être très gentil, mais qui fait de vilaines choses à une enfant de 8 ans. En 1975, il y a le feu chez moi. Mon père s'endort avec une cigarette, tout est brûlé à la maison. Et avec mes frères, on devient ce qu'on appelle pupille de l'État. C'est-à-dire que le juge, les assistantes sociales, voilà, décident de nous placer dans des foyers d'accueil respectifs. Donc à l'époque, on appelait ça la DAS, maintenant c'est devenu l'ASE. Et donc, on est placé. Et quand j'ai 11 ans, j'en parle à la psychologue qui vient nous rendre visite. J'en parle également à la directrice du foyer. Et là, on me dit, est-ce que tu es sûre que tu maintiens ce que tu dis? Je dis oui. Sauf qu'à l'époque, tout le monde connaît mon beau-père. Tout le monde sait qu'il a une proximité avec l'abbé Pierre. Et là, la directrice me gifle. Elle me gifle fortement. C'est une manière de me réduire au silence, une fois de plus. Et là, je perds complètement confiance en l'adulte et je me referme et du coup, je ne parle plus. On est en août 1977. J'en parle à ma mère. J'en peux plus. Je sens que ça ne va pas. Mon corps ne va pas. Rien ne va. Parce qu'entre mes 8 ans et au moment où je lui parle, je deviens boulimique. Je me dis que qu'en devenant moche, grosse, on voudrait me lâcher, que je ne serais pas belle, et puis que cette boulimie, le fait, voilà, compensait beaucoup de choses. Et je dis à ma mère ce soir-là, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Quand tu n'es pas là, quand tu vas en maison de repos, René me fait des choses. Alors je m'attends à ce qu'elle crie, à ce qu'elle hurle, comme peut-être n'importe quelle maman aurait pu le faire.
Et à ce moment-là, elle me dit juste va manger quelque chose et reste dans ta chambre. Et le lendemain matin, je vais la voir, elle est toujours allongée sur son lit, mais je la sens un peu vaseuse. Et je vais lui chercher un verre d'eau, j'entends un bruit en même temps dans sa chambre. C'est un clac spécial que faisait la fenêtre quand on l'ouvrait. Et quand je cours, je vois ma mère sur le rebord de la fenêtre. Et ce que je retiens en fait à ce moment-là, c'est quand elle me regarde, nos regards se croisent et je me dis, jure-le. Je dis, maman, non, ne saute pas, jure-le. Et je me dis qu'elle va stopper parce que je suis là, parce que je suis présente, parce que je suis une petite fille, je suis sa petite fille. Et malheureusement, je m'accroche à sa jambe, je hurle, et elle lâche son corps. Et au moment où elle lâche son corps, j'entends un bruit effroyable. Et je me penche à la fenêtre et je vois le corps de ma mère disloqué et le crâne éclaté par terre. Donc, oui, j'en veux aux institutions, j'en ai voulu, j'en veux encore maintenant à toute cette omerta, tout ce silence, toutes ces cachotteries, toute cette systémique, tout ce qui a été mis en place autour de l'abbé Pierre, parce que ma mère a été un dommage collatéral. On a privilégié un symbole parce qu'il était aimé des Français. Et ça, aujourd'hui, c'est pas supportable de pouvoir s'imaginer que des gens qui savaient, on a retrouvé des courriers dans les archives. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas douter ou remettre la parole des victimes en question. Alors, la première fois que je rencontre l'abbé Pierre, c'est quelques mois seulement après, je dirais même quelques semaines seulement après mon beau-père, en fait, parce que la relation de mon beau-père et de ma mère, c'est pareil, sont quelque chose qui arrive très rapidement. Et René, donc Monsieur René, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle au sein d'Emmaüs, m'emmène chez l'abbé Pierre. Et sur le chemin, il me dit qu'une dame va nous ouvrir et il me dit il faudra que tu dises bonjour mademoiselle. Et j'apprends bien évidemment par la suite que cette mademoiselle n'est autre que mademoiselle Coutaz, très proche de l'abbé Pierre et qui était avec lui au tout début de la fondation d'Emmaüs. La première fois que je le rencontre, on me le présente comme un grand homme et je vois un petit bonhomme tout vieux, tout fripé, et c'est la première fois que je rencontre l'abbé Pierre. Alors la violence a commencé immédiatement, c'est-à-dire qu'il envoie mon beau-père aller chercher un dossier à Emmaüs. Il faut savoir que l'appartement de l'abbé Pierre était collé c'était une ancienne chapelle, hein, Emmaüs dont je vous parle. Donc il s'en va et puis l'abbé Pierre referme la porte derrière lui. Il va que quelques secondes à ses occupations, il ne s'occupe pas de moi et puis d'un seul coup, il commence à me parler de banalités, à savoir comment je vais, est-ce que je suis une petite fille obéissante, est-ce que je suis sage. Et d'un seul coup, il frappe sur son genou d'un air très autoritaire et il me dit « Viens t'asseoir là ». Je vais m'asseoir sur ses genoux et puis à peine assise, il me saisit très fortement, il s'agrippe à moi, il me fait très mal et il met sa main entre mes cuisses, il cherche à rentrer au fin fond de mon intimité, dans ma petite culotte. Je retire sa main,
Je suis en même temps effarée, en même temps j'ai une honte infinie, donc je n'ose pas crier. Et puis je me débat, je sens bien que ça l'embête. Et il me chuchote des choses à l'oreille, il rentre sa langue dans mes oreilles, il me parle. J'entends des bribes de mots, tranquille, sage, reste. Mais c'est en même temps, c'est avec une espèce de rage, et puis comme s'il grognait en fait, comme une bête qui grogne. Et à un moment donné, très violemment, il m'attrape la mâchoire, il la retourne vers son visage, et là, l'effroi total, il me fait rentrer sa langue au fond de ma bouche, il tourne. Ça me fait horriblement mal, et non seulement il fait rentrer sa langue, mais en plus il maîtrise ma mâchoire, donc je ne peux absolument pas bouger. D'un seul coup, il m'attrape, il me fait vraiment, il m'éjecte de ses genoux, et puis comme de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, il me dit « Allez, retourne t'asseoir là-bas ». Et à ce moment-là, le temps m'a paru infini. J'avais ce bourreau qui était là à côté de moi, et dans ma tête, je criais au secours pour que mon autre bourreau revienne dans le bureau pour me délivrer. Pour savoir et faire comprendre au public qui étaient mes bourreaux, qui étaient mes agresseurs, il a fallu que moi-même je remonte le fil de ma propre vie pour dire comment j'avais rencontré ces hommes. Maintenant, on le sait, le Vatican était au courant depuis les années 50, l'Église était au courant, Emmaüs était au courant, et personne à aucun moment n'a bougé le petit doigt. Ce qui fait qu'ils ont contribué non seulement à fabriquer une icône, qui était l'abbé Pierre, mais avec le recul, je me dis que l'abbé Pierre s'est fabriqué lui-même. Il a agi en toute impunité derrière sa soutane, derrière son titre d'abbé. Il était un électron libre au niveau de l'Église, au niveau du Vatican, parce que c'est quelqu'un qui avait une telle notoriété, surtout à cette époque, dans les années 70. Il arrivait, médiatiquement parlant, à être partout, à avoir des connexions dans les plus hautes sphères, et surtout, il avait généré énormément d'argent. Avec le recul et avec les enquêtes qui ont été faites, on sait maintenant que tout était question de pouvoir et d'argent. On a laissé des victimes se créer, on a laissé l'abbé Pierre, on a caché ses déviances, on a caché ses agressions. Déjà en ne nommant pas le fait qu'il était pédophile, qu'il était agresseur, on a minimisé les choses en disant « Oh, il était malade, il était fatigué, il était surmené ». Et je me rends compte qu'avec mon beau-père, ça a été exactement le même discours. Je découvre que je ne suis pas la seule victime, donc en juillet 2024, lorsque j'entends un appel à la radio, j'entends des bribes de mots, puis des gens après qui commencent à s'exciter un petit peu dans la radio, comme s'il venait de se passer un événement hors du commun. Et là, j'entends l'abbé Pierre, agression, et rien que d'entendre le nom de l'abbé Pierre, ça m'a saisi en fait. Je n'y crois pas. Je dis mais c'est pas possible, il est mort, enterré, ça y est, il fait partie de mes souvenirs. J'ai enfoui ça, j'ai fait un travail énorme par rapport au trauma, par rapport à qui je suis aujourd'hui, pour que cet homme revienne encore des décennies plus tard. Et là, je comprends à ce moment-là que je ne suis pas la seule victime. Et je n'entends que des adultes
Et je me dis, mais je ne peux pas appeler, qu'est-ce que je vais dire que moi j'étais une enfant? Et donc j'appelle pas tout de suite. Mais je comprends à ce moment-là que je ne suis pas et que je n'ai jamais été la seule victime. Émotionnellement, ça a été effroyable. En même temps, savoir que je n'étais pas la seule, ça a été un énorme soulagement. Parce que je me disais que je n'étais pas folle, je me disais que ce que j'avais vécu n'était pas qu'un cauchemar, hein, que c'était véridique. Et lorsque j'appelle les GAE, je ne les appelle pas tout de suite, hein, j'attends quelques jours, hein, parce que j'écoute les informations tous les jours en me disant il y a forcément une petite fille comme moi ou un jeune enfant comme moi qui va dire que... J'attendais ça. Et je me décide à appeler les GAE en leur disant, voilà, ça m'embête quelque part, mais je pense que là, on va tomber dans quelque chose où l'icône de l'abbé Pierre va dégringoler, parce qu'on rentre dans un autre domaine qui ne sont plus des agressions sexuelles sur adultes. Mais moi, lorsque j'ai vécu ça, je n'avais que 8 ans. Et là, on rentre dans de la pédocriminalité. Mais avant de parler de pédocriminalité, bien évidemment, je raconte ce qui s'est passé et j'entre effectivement, je coche la case, parce qu'on coche des cases, hein, faut le dire aussi, hein, c'est la justice qui veut ça. Je suis reconnue par la suite victime de l'abbé Pierre. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. On peut dire, mais comment elle peut se souvenir après 50 ans? Comment elle peut donner autant de détails? Déjà, ils ont travaillé, ils ont fait une enquête très poussée. C'est-à-dire que chaque témoignage qui était entendu était regroupé. Ensuite, ils ont pris les agendas de l'abbé Pierre. Donc tout était, à ce moment-là, il n'y avait rien qui fusait, ni dans les médias, ni quoi que ce soit, puisqu'on était vraiment aux prémices de ce qu'était l'affaire abbé Pierre. Et ils ont regroupé ce que moi j'avais dit, c'est-à-dire que les dates, les lieux. Et il faut savoir que dans le trauma, il y a des gens, et j'en fais partie, je ne connais pas le pourcentage, mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle, et j'ai ce qu'on appelle une mémoire autobiographique. Une mémoire autobiographique, c'est à double tranchant. Elle m'a été très utile pour écrire mon livre, et pourtant tout le monde savait. Mais en même temps, c'est catastrophique, parce que chaque fois que vous avez un événement dans votre vie marquant, et que vous racontez ce qui vous est arrivé, cette mémoire traumatique vous replonge émotionnellement exactement à l'instant T de ce que vous avez vécu. Donc quand je parle de l'abbé Pierre, de ses mains qui passent, quand je parle de l'abbé Pierre, de sa langue, cette odeur qu'il avait, je la ressens, cette langue qui bave dans la mienne, dans ma bouche, je la ressens. Quand ma mère se suicide, le bruit, je l'ai encore, je visualise tout en fait. Et la mémoire traumatique, c'est ça. On vit avec ce qui nous est arrivé, mais on est aussi obligé de quelque part, on a deux solutions, hein. C'est soit on part en vrille, ou soit on décide que la vie, c'est pas que ça vaut le coup d'être vécu et on se bat. Moi, j'ai pris l'option d'essayer d'être plus forte que ça, de me battre, et pour ça, je me suis donné les moyens. Parti de là, on peut parler d'une forme de reconstruction, mais il faut se donner les moyens. Alors l'écriture, déjà, pour moi, ça a été pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je me suis dit que les institutions, on ne peut pas laisser autant de choses se faire
en sachant que l'abbé Pierre a fait du mal autour de lui, sans pour autant ne pas réagir et faire abstraction des victimes. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, et il y en a plein, s'il fallait les énumérer, ce serait complexe, mais la deuxième chose, c'est aussi pour les victimes qui ne sont plus là, parce qu'il faut savoir qu'il y a des victimes aussi qui se suicident lorsqu'elles savent que leur bourreau est à côté, lorsque leur bourreau va sortir de prison. Les victimes qui sont encore en souffrance, parce qu'au moment où je vous parle, dans ceux qui vont m'écouter aujourd'hui, peut-être qu'une personne a un secret caché au fond d'elle parce qu'elle a été abusée par un oncle, ou il a été abusé par un oncle, ou par quelqu'un de proche, ou par un père. L'inceste aussi fait partie de mes combats aujourd'hui, et de ces voix de victimes, qu'elles puissent sortir, parce qu'il faut absolument dire aujourd'hui ce qui est important, et vous parliez tout à l'heure de reconstruction, la honte que j'avais moi, enfant, et que j'ai portée pendant des années, des décennies, aujourd'hui la honte, elle est de l'autre côté, elle est du côté des agresseurs. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que pour vous aider, il faut vous dire que la honte, c'est pas vous, la honte, ce sont eux, ce sont les agresseurs. Et que si on ne dit rien, si on ne fait rien, ils continuent en toute impunité. Et ça, que ça soit dans les violences conjugales, dans toute violence qu'elle soit, on ne peut pas se taire. Je ne sais pas combien de temps on est sur Terre. Moi, je me dis que je suis plus proche de la fin que du début. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné de ma vie, j'ai eu envie, j'ai eu la niaque. J'ai eu envie de faire des choses. J'ai voulu aussi me tourner vers les autres. Et parce que je ne voulais pas rester sur une déception humaine avec des gens. Voilà, la vie, c'est comme ça. Je me suis fait une raison. On rencontre des gens, des pourritures. Mais on rencontre aussi des gens extrêmement bienveillants. Moi, je suis quelqu'un maintenant, je suis hyper positive parce que la vie est belle, mais il faut y croire. Et pour y croire, on doit se donner les moyens. Merci.